Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette spéciale Bangladesh. Au Bengale, nous irons à la rencontre des Baouls, des musiciens adeptes de la non-violence qui préfèrent renoncer à leur bonheur personnel pour privilégier celui des autres. Nous ferons du foot également, à Dhaka, dans le plus grand stade du pays. Nous revivrons les premiers pas d'une équipe de héros qui ont contribué à l'indépendance de leur nation. Et tout de suite, je vous propose de nous poser sur les rives du Brahmapoutre, l'un des plus longs fleuves d'Asie qui traverse entre autres le Bangladesh avant de rejoindre le Gange. Alors nous, c'est au niveau du Bengale qu'on va le laisser nous envoûter, à l'instar du peintre Zainul Abedin, qui en a tiré son inspiration. Le Brahmapoutre creuse son tranquille sillon dans les plaines vallées du Bangladesh avant de rejoindre le Gange. Mais ce qui attire le regard du peintre Zainul Abedin, c'est la vie qui s'y reflète, le pêcheur qui remonte sa barque. Considéré comme le pionnier de l'art moderne bangladais, ce peintre de la nature et de la ruralité se nourrit de la couleur des flots, de l'ampleur des ciels et surtout du spectacle des pêcheurs et des paysans qui vivent grâce à cette rivière. Né au début du XXe siècle, Zainul Abedin a passé sa vie à témoigner de la beauté et de la souffrance d'un peuple parmi les plus pauvres du monde. Originaire du Bengale, alors une province de l'Empire britannique, le peintre accompagne les tumultes de la naissance de l'État bangladais en 1971. C'est tout un pays qui se reconnaît dans son trait puissant, à l'image de la lutte acharnée des siens pour la survie et l'indépendance. Rien ne prédestinait Zainul Abedin à devenir le grand maître des arts dans son pays. Le peintre voit le jour en 1914 dans une modeste famille musulmane. Il suit les affectations du père, officier de police, et se fixe à Mymensingh, une grande ville historique du Bengale située au bord du Brahmapoutre. Zainul Abedin a alors 12 ans. Son fils revient dans le quartier populaire un peu excentré où l'artiste a passé son adolescence. Vous avez de la chance d'avoir une fille, elles sont plus sages. C'est la maison dans laquelle vivait ma famille. Elle n'est pas en très bon état. Mon grand-père paternel était un honnête policier. Il n'était pas très riche. C'est pourquoi il a construit la maison en tôle ondulée. Contrairement à ma grand-mère, il était assez éduqué. C'était un quartier de classe moyenne, un quartier très vivant, où riches et pauvres se mélangeaient. Les enfants jouaient, se baignaient. Certains allaient à l'école coranique. Les hindous et les musulmans cohabitaient en harmonie. Pauvres et musulmans, dans un empire britannique qui favorise les hindous, Zainul Abedin trouve sa voie grâce à l'école. Il croise la route de plusieurs maîtres qui encouragent son goût précoce pour le dessin. L'adolescent découvre la peinture européenne grâce aux zamindars, ces nobles propriétaires terriens sur lesquels s'appuie la couronne britannique pour administrer le territoire. À Mymensingh, une ville culturelle et universitaire majeure de l'Empire des Indes britanniques, les zamindars exhibent leurs richesses et leurs œuvres dans de somptueux palais. Mymensingh était un haut lieu du commerce de jute. La terre est très fertile ici. C'est pourquoi la ville comptait plusieurs grands propriétaires terriens, des zamindars très influents. C'est sous leur patronage que l'éducation et les arts ont rayonné dans la région. Les propriétaires terriens achetaient des œuvres non seulement des artistes locaux, mais aussi des artistes étrangers. Le jeune Zainul ne rêve que d'une chose, égaler les grands maîtres de la peinture européenne. Pour cela, il intègre à 19 ans l'école publique d'art de Calcutta, alors capitale du Bengale. Lorsqu'il revient visiter sa famille à Mymensingh,
il exerce ses techniques classiques sur un lieu qui l'aimante par-dessus tout, le majestueux Brahmapoutre. Au Bangladesh, le bonheur et le malheur des gens sont liés au fleuve. Quand mon père venait sur le Brahmapoutre, à Mymensingh, il se sentait chez lui. Il adorait venir sur la rivière, retrouver des gens, prendre le thé avec eux. Une fois, nous avons accompagné mon père en bateau. Il a emporté du thé, des cigarettes, de quoi grignoter. On naviguait, mais il ne dessinait pas. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu « Il faut d'abord que j'observe et que je ressente les vagues. » Si tu ne ressens pas les choses, alors comment peux-tu les dessiner? C'est peut-être pour cette raison qu'il disait que le fleuve était son gourou. Il ressentait tout avec intensité ici, le courant, la température de la rivière et le désir de vivre des hommes. Dans un style romantique teinté de lyrisme, ces toiles idéalisent les horizons solaires, les barques des pêcheurs et le peuple laborieux qui vit aux abords de la rivière. Mais son univers artistique bascule dans une tragédie nationale, la grande famine du Bengale de 1943. Après l'invasion de la Birmanie par le Japon impérial pendant la Seconde Guerre mondiale, les exportations de riz vers le Bengale cessent. Des milliers de miséreux affluent alors vers les grandes villes à la recherche de nourriture. Les Britanniques ont commencé à stocker le riz parce qu'ils avaient peur que leurs soldats manquent de nourriture. À aucun moment, ils n'ont pensé à la population ordinaire. C'est pourquoi il y a eu une grave crise du riz. C'était une situation cruelle, créée par l'homme, une situation tragique. Alors Zainul Abedin ne pouvait plus utiliser le langage des beaux tableaux. Pour exprimer sa haine et sa colère, il a inventé un nouveau langage. À Mymensingh, le musée Zainul Abedin témoigne de ce tournant radical. Mu par l'urgence de documenter le drame et soumis à la même pénurie que ses concitoyens, le peintre prend ce qu'il a sous la main. Du vulgaire papier d'emballage, du fusain et de l'encre de Chine. La situation était tellement rude qu'on ne pouvait l'exprimer par une ligne de pinceau fluide. Il fallait quelque chose de sec. Zainul Abedin a donc utilisé un pinceau rugueux. Il peignait très rapidement, avec un engagement total dans l'instant. Il y a une qualité explosive dans son trait. Le pinceau a un langage que Zainul Abedin utilisait avec beaucoup de justesse. Influencé par l'Occident, Zainul Abedin dépeint les affamés de façon anatomique et clinique. Mais son trait puise aussi dans sa culture orientale le sens du vide. Dans l'art chinois, les montagnes et les arbres se détachent sur un espace blanc. Ce n'est pas une toile vide. Ce style montre l'immensité, un horizon sans fin. C'est ce qu'on retrouve dans ses dessins sur la famine. Zainul Abedin utilise le même vide que les Chinois, mais dans un sens différent. Les personnages regardent vers des espaces vierges qui incarnent un avenir incertain. Chaque être, chaque famille est représentée dans sa monumentale singularité, comme autant de slogans enragés. Initié aux idées socialistes et communistes par ses amis de Calcutta, Zainul Abedin marque les esprits à l'encre noire de son pinceau. Il ne dessinait pas pour dessiner, mais pour avoir un impact politique. On ressent l'inspiration des affiches électorales dans ses dessins.
Le seul fait de dépeindre l'hécatombe de 1943 devient un acte politique, car la grande famine du Bengale cristallise les ressentiments envers le colon britannique. 4 ans plus tard, en 1947, la partition des Indes britanniques donne naissance à l'Inde à majorité hindoue et à un Pakistan musulman coupé en 2 parties éloignées de 1700 km. Le Pakistan occidental et le Pakistan oriental qui deviendra le Bangladesh. Le Bengale natal de Zainul Abidin passe ainsi d'une domination à une autre. Dans les années 1950, Zainul Abidin est l'un des peintres les plus célébrés du jeune Pakistan. On l'invite au Japon, aux États-Unis et à Paris. Mais c'est son séjour à Londres, l'ancienne capitale de l'empire colonial, qui l'interroge. Comment continuer à peindre son peuple tout en étant moderne ? À son retour dans son pays, Zainul Abidin renouvelle son art en puisant aux racines des traditions rurales. L'artiste sillonne les campagnes pour étudier et collectionner des pièces d'art folkloriques bengali. Namaskar Didi. Namaskar Didi. Dans la région de Tangai, des communautés de potiers hindous perpétuent l'art du Tepa Putul, des poupées en terracotta. C'est une tradition millénaire. Ces poupées ne sont pas le fruit d'une réflexion. C'était juste les femmes qui s'amusaient avec l'argile et qui se sont mises à façonner des poupées. Mais si on regarde ces Tepa Putul, on remarque qu'elles ressemblent à l'une de nos déesses hindoues, Lakshmi. Le totem de Lakshmi est un hibou. Et regardez, le visage des poupées a exactement la forme d'un hibou. Donc on pense qu'elles viennent de la culture hindoue. Les portraits de Zainul Abidin rendent hommage aux gardiennes de cet art millénaire. En fusionnant les avant-gardes européennes, telles l'abstraction, avec l'art traditionnel bengali, il fait entrer la peinture du sous-continent dans la modernité. On retrouve clairement les poupées Tepa Putul dans ces portraits des femmes du Bengale. On voit le nez très fin comme ça, et la crête aussi. Mais il n'a pas repris les yeux ronds. Il disait toujours qu'il ne fallait pas reproduire les choses à l'identique. Au terme d'une guerre civile entre les 2 Pakistans, lorsque le Bangladesh voit le jour en 1971, c'est Zainul Abidin qui est invité à décorer la toute première constitution de motifs traditionnels. La jeune République populaire du Bangladesh a les yeux rivés vers l'URSS qui a soutenu les combattants de la liberté. L'œuvre de Zainul Abidin se fait désormais plus réaliste et consciente des luttes de classe. Il revisite alors son Bengale rural avec un regard engagé et partisan. Dans Sangram, qui signifie combat, son tableau le plus célèbre, il représente les paysans en prolétaires. Le combat montre 2 vaches et un homme en pleine santé qui les pousse en essayant de les tirer de ce bourbier. C'est un tableau qui a tellement marqué les gens qu'ils le reproduisent maintenant chez eux. Car c'est le combat que mène l'homme pour sa survie et il faut le gagner. Zainul Abidin décède en 1976, 5 ans seulement après la naissance du Bangladesh. On quitte la campagne pour les mangroves des Sundarbans. C'est ici que Thomas Chauvineau, d'humeur féline, voulait nous entraîner pour le clin d'œil. Dans les mangroves de Sundarbans, au Bangladesh, on le surnomme Mama. Une belle Mama qui peut peser jusqu'à 230 kilos. C'est le tigre du Bengale. Et ça ne va pas du tout pour le tigre du Bengale. Ils étaient environ 100 000 dans le monde au début du XXe siècle. Ils sont environ aujourd'hui 4 000, dont la plus grosse partie ici, dans ces mangroves de Sundarbans.
Le tigre du Bengale n'a pourtant aucun prédateur. Il est tout en haut de la chaîne alimentaire et personne ne vient lui chercher des noises. Lui qui peut s'enfiler, quand il a vraiment un gros creux, 30 kilos de barbac d'un coup. Buffle, cerf, cochon sauvage, tout y passe. Hyper discret, il se cache dans les hautes herbes et saute sur sa proie toute griffe dehors. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs des rayures. Elles font de lui le roi du camouflage. Il se fond dans les hautes herbes. Là, tu me vois. Là, tu me vois pas. Et sa couleur orangée ne gêne pas, car la plupart des animaux qu'il chasse sont daltoniens. Si nous le voyons comme ça, les cerfs, par exemple, le voient comme ça. Et c'est bien son problème au tigre du Bengale, c'est que l'homme, lui, ne le rate pas, même si c'est une espèce protégée. Récemment, au Bangladesh, la police a arrêté un homme surnommé le chasseur de tigres. Ça faisait 20 ans qu'il était recherché. Il aurait tué 70 tigres du Bengale. Un peu plus loin, en Chine, c'est un homme d'affaires qui est maintenant sous les verrous. Lui aurait mangé au moins 3 tigres, cuits au barbecue. Sa partie préférée, c'était le pénis, censé apporter longévité et virilité. Petite précision, si vous vous posez la question, son pénis n'est ni tigré, ni orangé. Et pour ne rien arranger, ces mangroves pourraient en partie se retrouver sous les eaux à cause du réchauffement climatique. Si rien n'est fait d'ici là, le tigre du Bengale pourrait avoir complètement disparu en 2070. Là, tu me vois. Là, tu me vois plus. Vivre d'amour et de chansons, voilà ce que je vous propose pour la suite, grâce aux baouls, les hippies du Bengale pourrait-on dire. Et vous allez voir que leur héritage a résonné bien au-delà des frontières de la région. Un mystérieux chant d'amour et de liberté s'élève sous la campagne du Bangladesh. C'est le chant des baouls, qui viendrait du sanskrit, possédé par le vent. Ni musulmans, ni hindous, ni bouddhistes, cette communauté mystique emprunte à ces 3 religions pour former une spiritualité à part. Les baouls ne croient qu'en l'humain et en sa capacité à trouver le divin au fond de lui. Quand je chante, parfois je pleure, parfois je me sens perdue. J'ai le sentiment particulier d'avoir trouvé mon créateur. Ancrée dans la ruralité bangladaise, cette petite communauté a pourtant rayonné dans le monde entier grâce à ses chants doux et lancinants pouvant conduire à la transe. Classée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la musique baoul a séduit des sympathisants de renom, à commencer par Bob Dylan, surnommé le baoul des Amériques. À cheval entre l'Inde et le Bangladesh, le Bengale est une vaste et fertile plaine propice au brassage des croyances. Quand les musulmans soufis, une version mystique de l'islam, arrivent ici au XIIIe siècle, ils intègrent en douceur les traditions hindoues et bouddhistes qui préexistaient dans la région. Les baouls sont les héritiers de ce syncrétisme religieux forgé au fil des siècles. La musique est centrale dans leur quête du divin. Un Dieu qui n'est pas transcendant, mais qui se niche en chaque être humain. Le Créateur existe en moi. En chacun existe ce Créateur. Et notre travail consiste à le voir et l'adorer sous cette forme. Le mot baoul signifie « celui qui est à la recherche de son âme ». La quête du soi suprême est le travail d'une vie. Pour y parvenir, les adeptes sont accompagnés d'un gourou. Une fois par an, chaque communauté baoul organise un vaste rassemblement entre plusieurs gourous et leurs disciples
Une rencontre intense qui se trouve au cœur de l'initiation. Le gourou transmet l'essentiel des croyances spirituelles par le biais de chants. Le gourou est comme le miroir de l'autre. Cette rencontre entre moi et toi est essentielle à notre spiritualité. Je suis en toi, tu es en moi. C'est cette rencontre qui permet d'oublier la violence des uns envers les autres, la calomnie et les démons. C'est ainsi qu'on crée un esprit sans violence et sans haine. Quand on désire son propre bonheur, cela s'appelle l'accomplissement. Désirer le bonheur de l'autre s'appelle l'amour. Pour y parvenir, il faut renoncer à son bonheur personnel et ne souhaiter que le bonheur des autres. Cette spiritualité puise dans des pratiques très anciennes, comme le yoga ou le tantrisme, qui font du corps un outil essentiel vers la libération. Ces croyances utilisent déjà des chants rituels qui permettent de se recentrer sur son être. Le cheminement spirituel s'accomplit à travers l'union de l'homme et de la femme. Le principe féminin est comme le feu. De la même façon que le feu fait bouillir le lait, les femmes sont indispensables pour exciter le corps. 1 plus 1 égale 2. Quand 2 se produit, l'ego se dissout et on peut ainsi entrer en contact avec le Créateur. À partir du XVIe siècle, une figure joue le rôle central de prêtre des campagnes, le fakir. Cet ascète soufi mêle les chants rituels ancestraux aux chants soufis, donnant naissance à la musique baoul. Mais le grand répertoire classique des baouls ne voit le jour qu'au XIXe siècle, alors que le Bengale est sous la domination de la couronne britannique. On le doit à une figure providentielle, le fakir Lalon Shah. Situé dans l'ouest du Bangladesh, près de la frontière avec l'Inde, Kushtiya est l'une des capitales culturelles du Bengale. La ville célèbre la mémoire de cette figure tutélaire. On raconte que le fakir Lalon Shah est mort en 1890 à l'âge de 116 ans. Mais c'est son arrivée par la rivière à Kushtiya qui a façonné sa légende. La rumeur raconte que Lalon Shah est arrivé ici par la rivière Kali, alors qu'il était jeune et malade. Son corps flottait sur l'eau. Il était à moitié mort. Mais un couple sans enfant l'a trouvé, l'a ramené et l'a élevé ici. Lalon Shah a donc grandi auprès d'une caste inférieure de musulmans. Dès son plus jeune âge, il a tout vu et entendu du mépris. Il a grandi avec ses blessures. C'est pourquoi il a pris le parti des opprimés, des sans défense, de ceux qui n'ont rien ni personne. Sous la colonisation britannique, les musulmans sont relégués au rang de sous-citoyens, rejoignant les basses castes hindoues. Mais si peu de choses de la vie du fakir Lalon Shah sont avérées, on raconte qu'il aurait fondé un centre de pratique spirituelle, un Akra, ouvert à tous les laissés-pour-compte de l'Empire britannique. Le site a ensuite été converti en son mausolée. Lalon Shah s'est révolté contre la société conventionnelle. Il était un symbole de rébellion à son époque. Il y a tellement de révoltes dans ses chansons qu'on se demande d'où un pauvre homme comme Lalon Shah pouvait tirer autant de force.
Cela prouve bien qu'il n'était pas une personne normale. C'était un surhomme. Le Créateur l'a envoyé ici pour faire ce travail surhumain. Prônant la mendicité volontaire et le détachement matériel, cet homme analphabète transmet son enseignement à travers ses chansons. Il en aurait composé des milliers, égrenés par la suite sur les chemins du Bengale. D'abord tenues en mépris, ces chants sont redécouverts dès la fin du XIXe siècle grâce au futur prix Nobel de littérature, Rabindranath Tagore. Le poète bengali retranscrit une partie du répertoire de Lalan Shah qui séduit désormais les élites. Tagore idéalise la figure du baoul, ne gardant que l'image du musicien itinérant auquel on l'associe aujourd'hui. Perpétuant cette tradition, des centaines d'adeptes affluent toute l'année vers Kushtiya pour chanter les chansons du fakir Lalan Shah, accompagnés de l'instrument emblématique des baouls. L'ektara est aussi minimaliste que puissant, à l'image de leur maître à penser. Aigu ou grave, j'accorde l'instrument avec ma voix. Le son rebondit sur la peau de chèvre et se propage avec force. Cet instrument a été une révélation pour Lalan Shah. Il a reçu un message alors qu'il méditait. Lalan, fabrique un ektara. Et c'est ce qu'il a fait. Les paroles de ces chansons sont souvent énigmatiques. À force de les répéter de façon incantatoire, leur sens profond pénètre les disciples. Il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle mais sensible, l'initiation passant par les émotions. Je deviens fou rien qu'avec les vers des chansons de Lalan Shah. Ceux qui apprennent par cœur les paroles de Lalan voient leur esprit rabougri se développer et s'éclaircir. C'est comme si on avait frotté et lavé leur esprit sale et qu'ils s'étaient mis à briller. Par le souffle et la voix, ces chants apaisent les cœurs dans la langue du peuple, le bengali. En 1947, au moment de la partition sanglante du sous-continent indien entre l'Inde à majorité hindoue et le Pakistan musulman, ces chants d'amour qui font le pont entre les deux religions deviennent un symbole de fraternité. Ils s'exportent dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis, où les hippies et autres poètes troubadours se reconnaissent dans l'esprit baoul. Mais il faut attendre les années 1990 pour que ce métissage musical s'opère au Bangladesh, plus précisément à Dhaka, la capitale du pays, depuis son indépendance en 1971. Symbole de l'identité profonde du pays, la musique baoul est longtemps perçue comme intouchable. Avec la naissance d'une industrie musicale, elle devient un genre à part entière, détaché de la pratique spirituelle. Des groupes font ressurgir les chants traditionnels de Lalan Shah sous une forme plus rock, conquérant un public plus jeune et plus urbain. Il y a de l'amour dans les chansons de Lalan Shah. Mais avec notre groupe, Lalan Band, on préfère reprendre celles qui parlent de colère, de violence, de cupidité et de protestation. Dans la vie des gens d'aujourd'hui, nous voyons la faim, l'instabilité partout dans le monde, la vitesse à laquelle tout va. Alors nous avons ressenti le besoin de donner plus de rythme aux chansons baoul, plus de groove.
Il me semble que les baouls sont de grands rockers. Quand ils chantent, ils expriment leurs cris, leurs pensées d'une façon très rock, très énergique. Face à la récupération artistique et commerciale des chants spirituels, certains crient à la trahison. D'autres considèrent que cette musique fusion renouvelle simplement l'esprit rebelle et fraternel des baouls, étoffant un répertoire qui aura accompagné les grandes mutations du Bangladesh. On reste à Dhaka pour notre dernière étape et cette fois on va se mettre au foot avec une équipe qui n'est pas forcément la mieux classée au monde aujourd'hui, mais ses tout premiers joueurs se sont comportés en héros. C'est l'incontournable. Difficile de dire quel bâtiment se cache derrière les magasins d'électronique, les vendeurs de rue et les mosquées du centre de Dhaka. Le stade national Bangabandhu s'intègre tellement bien dans la capitale grouillante et anarchique du Bangladesh qu'on le distingue à peine. Le plus grand stade du pays, qui date de 1954, est aujourd'hui refait à neuf. Il a accueilli les plus grands matchs de cricket, de hockey, de football et même un combat de Mohamed Ali. Incontournable stade national de Dhaka qui cache une toute autre histoire. Celle de patriotes chaussés de crampons. Pratap Sankar Hazra est l'un d'entre eux. J'ai joué de nombreux matchs ici. Je ne peux pas oublier la joie de faire gagner mon équipe, surtout avec mon but. Je vois encore les supporters de notre équipe dans les tribunes, de ce côté-là, et leur joie lors de nos victoires. Dans les années 60, Pratap Sankar Hazra est l'un des grands joueurs de la première ligue de football de son pays. La région du Bengale s'est libérée du joug britannique en 1947 pour mieux passer sous domination du Pakistan, situé à près de 2000 km de distance. Peuplé à majorité de musulmans, le futur Bangladesh s'appelle alors le Pakistan oriental et n'est qu'une lointaine province d'Islamabad. Le Pakistan était notre frère musulman. On était content de cohabiter avec eux. Mais en 20 ans, les Pakistanais ont prouvé qu'ils étaient pires que les Britanniques. Ils nous ont opprimés et exploités encore plus que les Britanniques. Ils ont souhaité que l'ourdou devienne la langue officielle et non le bengali. Mais on était une majorité à parler bengali. Nous ne pouvions pas l'accepter. Un parti politique incarne cette protestation nationaliste bengali, la Ligue Awami, ou Ligue du peuple bangladais. Quand elle remporte les élections générales de 1970, le grand frère pakistanais refuse le résultat et sort de ses gonds. Si nous, les Pakistanais de l'Est, composions le gouvernement, ceux de l'Ouest n'auraient plus le pouvoir de nous exploiter. Le nouveau gouvernement ne dépenserait plus tout l'argent chez eux, mais ici même, pour développer notre province. Alors, le 26 mars 1971, Islamabad a envoyé l'armée dans nos villes, partout dans le Pakistan oriental. Les militaires ont tué des gens au hasard chez eux, dans les universités et dans les lycées. C'est le début de la sanglante opération Searchlight. Le Pakistan occidental envahit le Pakistan oriental. Elle fera 1 million de morts côté bengali et 10 millions d'exilés. La minorité hindoue, dont fait partie Pratap, est une cible prioritaire de l'armée pakistanaise. Nous avions très peur. Nous étions sur nos gardes, car on avait appris que les hindous pouvaient être attaqués à tout moment. Notre maison pouvait être prise pour cible. Et le 26 mars, à 21h, 2 véhicules se sont brusquement arrêtés devant chez moi. J'ai vu qu'une Jeep était garée avec les phares, et juste derrière, un camion de l'armée avec des soldats à l'intérieur. Alors j'ai couru, je suis monté à l'étage pour prévenir tout le monde. Et ensuite, je leur ai indiqué un chemin pour prendre la fuite. Quand il revient le lendemain pour récupérer quelques affaires,
il découvre sa maison en flammes. C'est le début d'un long exil vers l'Inde voisine. Déguisés en musulmans, ils rejoignent là-bas des politiques de son pays qui ont formé le gouvernement indépendant du Bangladesh depuis la ville indienne de Calcutta. Et ils vont lui faire une demande surprenante. Constituer l'équipe de football du Bangladesh. Les forces nationalistes bengalis avaient un centre de radiodiffusion. Nous y avons diffusé un message annonçant que nous formions une équipe de football. Un message qui disait « Si vous êtes joueur de foot, venez nous rejoindre ». Ensuite, nous avons organisé un entraînement avec les 80 ou 90 joueurs qui s'étaient présentés. Pendant cet entraînement, nous avons sélectionné 25 personnes. Ceci est l'équipe de foot du Bangladesh indépendant, et je suis là. J'ai posé la question à un responsable. « Monsieur, alors que tous les garçons se battent à la guerre, nous, les jeunes, allons en profiter pour jouer au foot. Est-ce que ça renvoie une bonne image ? Tout ça ne me semble pas très correct. » Alors il m'a répondu « Vous jouez pour soutenir la cause. » La Shadeen Bangla Football Team a pour mission de collecter des fonds pour l'armée de libération du Bangladesh, la Mukti Bahini, mais aussi d'alerter l'opinion internationale sur ce conflit. Son premier match a lieu à Krishnanagar, dans l'est de l'Inde. Les tribunes étaient pleines comme un œuf. Le stade était vraiment bondé. Nous avons été appelés pour voir hisser le drapeau national indien. Mais nous avons dit que si le drapeau indien était hissé, il fallait que le nôtre le soit aussi. Sinon, nous ne jouerions pas. C'est comme ça que notre drapeau a été hissé et notre hymne national joué. Nous en étions très fiers. Pour la première fois, le drapeau du Bangladesh flotte en territoire étranger. L'équipe du Bangladesh enchaîne 16 matchs partout en Inde, remportant 12 victoires et récoltant d'importantes sommes pour soutenir l'effort de guerre. Elle contribue ainsi à la surprenante résistance de l'armée de libération du Bangladesh sur le champ de bataille. Et quand l'Inde entre en guerre en décembre 1971, le Pakistan n'a d'autre choix que de capituler sans condition. Le Bangladesh vient d'accéder à l'indépendance. Le gouvernement bangladais nous a déclarés combattants de la guerre de libération. En tant que joueurs de l'équipe de football du Bangladesh indépendant, nous bénéficions de tous les avantages accordés aux combattants de la guerre de libération. Nous sommes reconnus comme des héros de guerre. Pour célébrer ces combattants sans fusil ni treillis, ils sont invités à jouer un match de football dans le stade de Dhaka peu après l'indépendance. Et ils ont encore gagné. Abardé Kharobé.